Cher Philippe, je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour ce live passion parce que tu es un passionné. Et avant de commencer le questionnaire Guermont, première question, euh, qu'est-ce que c'est qu'être sommelier? Alors, c'est bien de poser la question comme ça. C'est pas qu'est-ce que c'est le sommelier, mais c'est qu'être sommelier. Alors déjà, le sommelier, c'est un métier, mais c'est une passion, hein. Une passion des autres, la passion de l'histoire, la passion des terroirs, la passion des gens qui font effectivement le vin notamment, mais pas que, puisque le sommelier s'occupe de toutes les boissons. C'est celui tient le rôle, le sommelier, de coordinateur quelque part de tout ce que l'on déguste, tout ce que l'on boit pendant un repas. L'eau, le café, le thé, les bières, les jus de fruits, mais aussi les vins effervescents, champagne en tête, les vins tranquilles, opposés des vins effervescents, voilà, les sakés, les cidres, enfin vraiment toutes les boissons. Et c'est un métier ancien, hein, ça vient de sommelier, que le nom du cheval qui tirait les chariots de victuailles, mais aussi de meubles à la cour des seigneurs. Et ce mot, donc, ce nom a été repris ensuite pour celui qui devenait le responsable. La fameuse bête de somme, c'était Bien voilà, sûr. le côté physique et le sens, effectivement, un petit peu ancien. Et finalement, l'officier de somme, celui qui est devenu responsable ensuite, s'est enrichi, j'allais dire, du sommelier par sa responsabilité, effectivement, de tout ça. D'accord, Et super. on doit à Philippe VI, roi de France, le fait d'avoir trouvé ce mot sommelier. Avant, il y avait les officiers de somme, il y avait ceux qui étaient chargés de ci, de là, etc. Il y avait les échansons euh, aussi qui étaient responsables des boissons, qui géraient les tonneaux, qui mettaient dans les carafes. D'ailleurs, le mot d'origine de la bouteille, finalement, qui est un phénomène assez récent dans l'histoire du vin, hein, la bouteille, ça vient de. C'est un mot ancien d'origine latine, hein, qui veut dire petit vase. Euh, bituca, bituraca. Euh, ça a donné ensuite effectivement la bouteille. Parce que effectivement, c'est arrivé beaucoup plus tard la bouteille. On avait Hmm. des vases, on avait des carafes, on avait des formes bizarres qui on assimilaient à des bouteilles effectivement. Et ces petits vases effectivement, c'est joli. Et Un petit amphore. à propos des carafes, avec cette forme dans les carafes d'aujourd'hui qui sont assez... Est-ce qu'il y a des normes? Est-ce qu'on a pu vraiment définir que c'était cette forme-là qui était la plus adaptée? Ou est-ce qu'il y a le jeu du designer comme le designer a inventé la forme d'un Minitel ou d'une télé qui aurait pu être tout autre d'ailleurs? Alors, il y a à la fois un côté pratique et un côté esthétique. Mhm. Il faut que la carafe elle puisse se tenir. Il y a quelques carafes qui sont presque des funambules, qui sont un peu en équilibre. On se demande comment, par miracle, ça tient. Euh, Au début, c'était l'obligation, la carafe, le broc ou un ustensile, parce que les vins arrivaient en amphore. Il fallait ensuite, c'était pas commode de les servir même à l'épaule sur la table. Ensuite, ils arrivaient en tonneau. Et là, il fallait aller effectivement tirer le vin. On ne mettait pas en bouteille, on mettait dans une carafe. Et on allait ensuite servir ce vin à table. C'était le rôle du sommelier, entre autres. Et puis ensuite, à partir du moment où on a maîtrisé un petit peu plus la gestion du verre, grâce à des gens comme les ateliers du Murano, par exemple, parmi les plus célèbres au monde, dans la lagune vénitienne, et qui ont été vraiment des artistes qui ont travaillé à la fois la couleur, la forme, les agréments, en intégrant voilà, des pierres rares, etc. On a commencé effectivement à travailler un peu plus l'esthétique, sachant que on a des carafes très anciennes. On imagine que les premières carafes à vin datent du premier millénaire avant Jésus-Christ. Donc c'est quand même super ancien. C'est à Perse, dans la Perse de l'époque, euh, à Chypre et à Rhodes, qui sont les trois endroits au monde où on a les vestiges les plus anciens de premières carafes dont on sait qu'elles ont été utilisées à l'époque pour servir récemment le vin. Hmm. Et, 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 et
Et la technique a évolué, hein, toi qui es féru d'une certaine technicité. On doit par exemple aux Anglais notamment le travail industriel du verre, grâce notamment à l'utilisation du charbon de houille pour pouvoir effectivement chauffer les fourneaux. Et à ce moment-là, on a pu monter beaucoup plus en degrés et travailler aussi grâce à des moules, etc., des formes qui étaient reproductibles, et notamment les bouteilles, mais aussi les carafes de l'époque. Et aujourd'hui, les grands stylistes verriers, que ce soit les Lalique ou Baccarat, etc., ont tous œuvré pour mettre au point effectivement des carafes, ou Cristal d'Arc aujourd'hui, à travers la gamme Chef et Sommelier, tout ça, ou des grands verriers étrangers comme Riedel, Spugelov, etc., ont travaillé effectivement pour à la fois l'esthétique et le technique. Et le fait que... Pardon, on peut utiliser une carafe souvent en fond plat quand on a besoin de voilà. bien gagner le vin. C'était ça, pour qu'il y ait le maximum de contact avec l'air. Oui, c'était ça ma question. Absolument. Pour les vins qui le méritent, notamment les grands Bordeaux rouges, les vins de Porto par exemple. Et puis il y a des vins qui sont plus fragiles, plus sensibles, les vieux vins, etc., sur lesquels au contraire on va prendre des carafes plus concentrées, moins évasées, pour pouvoir limiter ce niveau d'oxygénation. Et puis on a des carafes qui sont très belles, il y en a quelques-unes autour de moi dans le restaurant ici, parce que je suis chez moi au bistrot du sommelier, au milieu de plein de choses, voilà, au milieu, et on a des carafes beaucoup plus resserrées, des fois avec un véritable col de cygne très fin, etc., qui sont des carafes à vin blanc, parce qu'on peut aussi mettre en carafe des vins blancs. D'accord, super. Et pour le champagne, est-ce qu'il y a des carafes dédiées pour ce vin pétillant, du coup, ce vin à bulles? Alors, il y a des fans du carafage pour le champagne, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre, parce qu'on a une déperdition non négligeable de la bulle. Or, c'est l'une des vertus du champagne, cette effervescence que l'on vient rechercher, qui fait sourire quand on en parle, mais qui fait aussi sourire quand on le goûte finalement, parce que ça donne rectus de sentir un peu justement l'effervescence comme ça arriver. Et puis je pense l'imaginaire aussi de ce que représente le champagne dans sa symbolique culturelle et gustative, qui fait qu'effectivement l'effervescence est là et on l'observe, on la savoure, voilà, si on aime ça. Moi qui ne suis pas un fan absolu des bulles, parce que ça voilà, pour des questions aussi de réaction de mon corps, j'aime bien mettre le champagne effectivement en carafe, ça diminue cette effervescence au profit du vin de champagne, qui a cette identité propre, avec ce terroir crayeux, ces cépages légendaires, tels que le chardonnay, le pinot meunier, le pinot noir, mais aussi l'arbagne, le petit mélier, le pinot blanc, enfin d'autres cépages qu'on a oublié un peu, qui s'expriment merveilleusement bien avec un peu d'oxygénation. Et on va retrouver là cette vinosité particulière qui, moi, me fait apprécier le champagne, pas simplement à l'apéritif, voire éventuellement en fin de repas ou sur une célébration, mais vraiment sur des accords mets et vins super intéressants aussi. Donc on peut, et d'autant plus les champagnes avec du sucre résiduel, c'est-à-dire le champagne doux ou moelleux, j'allais dire, ceux-là sont presque encore mieux en carafe. D'abord, la couleur est juste extraordinaire dans le doré flamboyant, presque vieilleur avec le temps, et puis voilà, et puis la générosité du sucre effectivement fait que le carafage finalement est plus évident. Et du coup, pour le verre qui accompagne le champagne, coupe ou flûte? Grand dilemme. Alors, sans répondre comme on pourrait l'imaginer un peu à côté, je dirais que ni l'un ni l'autre. Les deux ont leur limite, et aujourd'hui on évolue plus vers ce qu'on appelle le verre à champagne. La flûte, sûrement que c'était la coupe qui a démarré. On dit que la légende que tout le monde véhicule, je n'étais pas là pour le vérifier, mais que cette fameuse coupe a été effectivement moulée sur un essai de la Pompadour, et voilà. Donc, qui était effectivement par contre une grande fan de champagne. Ça, c'est une vérité. Elle avait une expression célèbre qui disait: le champagne, j'adore ça parce que c'est le seul vin qui laisse la femme belle après avoir bu, entre parenthèses, sûrement
trop bu peut-être. Mais en tout cas, voilà, ça grise, mais voilà. Et c'est plutôt favorable. Euh, mais le problème de la courbe, c'est que c'est beaucoup trop évasé pour le coup. La bulle disparaît, on n'a aucune sensation olfactive, si ce n'est le picotement parfois un peu agressif du gaz carbonique au départ. Il n'y a pas franchement d'intérêt beaucoup, si ce n'est que c'est un bel objet. Et que si on fait des pyramides de champagne, il faut utiliser une coupe parce que si on met des flûtes, c'est beaucoup moins stable. Voilà. Par contre, ensuite, donc, on a dit, mais puisque la bulle est importante, allons vers une forme tubulaire qui crée une sorte de cheminée autour duquel on pourra mieux voir la bulle, etc. Et la flûte est mieux. Et c'est sympa aussi, c'est pratique. Il y a un côté festif aussi dans cette flûte qui est un repère aujourd'hui. Et effectivement, le champagne à la coupe, le champagne à la flûte. Mais nous, jouons du vin et de la sommellerie, mais aussi les championnats aujourd'hui, font plus attention encore à ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire le terroir, le savoir-faire, la linosité, pas simplement la bulle, et du coup un verre un peu plus oblong, légèrement sur une forme tulipe, proche du caravane blanc, mais peut-être un petit peu moins évasé quand même. Ça fonctionne très bien et ça permet réellement de mettre en valeur le champagne. On appelle ça aujourd'hui le verre à champagne. Hmm. Et est-ce qu'il existe pour moi, qui suis une grande amoureuse du poiré, donc qui ressemble au cidre, sauf que c'est à base de poire, hein, pour ceux qui ne connaissent Absolument. pas. Est-ce qu'il existe des verres dédiés? Est-ce que oui, est-ce qu'il existe soit dans la norme ou tu as pu en découvrir, que tu as pu découvrir qu'il y avait eu des gens qui avaient pensé un verre dédié au cidre ou au poiré? Alors, il y a aujourd'hui effectivement pas mal d'approches sur plein de boissons différentes. Récemment, on a dégusté dans différents verres pour le saké, alors qu'à l'origine c'était plutôt un petit cube en bois particulier ou une légère petite coupelle, comme ça en porcelaine qui était sympa. Aujourd'hui, on utilise effectivement un verre qui ressemble un petit peu à un petit verre à vin blanc et qui met vraiment en valeur le saké. Pour le poiré et le cidre, on est un peu dans la même logique que le champagne. C'est une boisson effervescente, avec un caractère effectivement festif, peut-être plus facile d'approche en termes de prix, mais même en termes de goût peut-être que le champagne, mais qui néanmoins a ses terroirs, ses crus, ses savoir-faire, sa hiérarchie qualitative également, et qui permet effectivement, et qui mérite en tout cas d'être mis en valeur à travers le verre. Et donc un verre, dans l'esprit des verres à champagne aujourd'hui dont j'ai parlé, je suis sûr que, en adaptant peut-être un petit peu pour qu'il y ait des nuances, mais ça fonctionne très bien pour effectivement ce style de boisson. Super, alors j'avoue que j'aime pétiller et je bois pas tous les jours, mais presque un verre de poirée ou de cidre dans une flûte. Voilà. Peut-être aussi parce qu'il y a la gestuelle, il y a le cérémonial un peu, comme tu disais, voilà, Exactement. c'est plus original, il y a une prise en main un peu particulière qui fait que ça me met en condition d'apprécier encore un peu plus. Et puis j'aime les bulles. Alors, est-ce qu'on est prêt pour le questionnaire? Allons-y. C'est parti. Quel est ton principal trait de caractère? Euh, L'enthousiasme, Deuxième question. Ton truc anti-stress? euh, la musique. Quand je suis un peu stressé, je mets les musiques que j'aime. Voilà. Et, D'accord. euh, et d'ailleurs, une de mes chansons d'adolescent, d'adolescent, je veux dire, euh, dans une période où on est un peu stressé parce qu'on n'est plus enfant, on n'est pas encore adulte et on découvre le monde adulte, on se demande ce qui va nous arriver. C'était une chanson effectivement de Johnny Hallyday qui s'appelle Toute la musique que j'aime. Et, Hmm. et même si elle vient de là, elle vient du blues, ça me donnait pas trop le blues, mais ça me donnait plutôt le moral, cette musique-là, et cette chanson-là. D'accord. Alors, vous Bon, voyez, notre public voit passer en diaporama en bas, alors notre public sur plusieurs canaux d'ailleurs, une petite sélection d'images pour préparer ce rendez-vous, d'images que tu aimes, dont une qui est en noir et blanc, qui est une photographie où on oui. voit Brassens. Est-ce que tu peux me parler de cette photo? Ah oui.
moi je n'ai pas l'écran, mais si puisque vous l'avez, c'est une photo un peu mythique, hein. C'est une photo qui a été shootée en janvier 1969 par le photographe de Rock'n'Roll qui avait, voilà, avec, et puis le journaliste qui avait réuni effectivement ces trois artistes. Et finalement, c'est devenu une photo extraordinaire qui aujourd'hui voilà, trône pour moi au-dessus de mon bureau, mais dans beaucoup d'endroits, parce que ces trois artistes extraordinaires que sont effectivement Léo Ferré, Georges Brassens et Jacques Brel. Ils se sont pas souvent rencontrés finalement, mais ils étaient là ce jour-là pour échanger sur le monde, en buvant malheureusement pas du poiré, du cidre Ou du champagne. ou du champagne des grands nobles, puisqu'ils étaient plutôt à la bière ce soir-là, mais l'univers de la bière est aussi un univers qui me concerne et qui est super intéressant. Et en fumant des cigarettes qu'on faisait à l'époque pas mal. Euh, Cet échange, ces regards croisés, ces parcours de vie torturés hein, des uns et des autres, mais très riches, est quelque chose que je ressens très fortement en voyant cette photo. Et je la regarde, enfin, je la croise des yeux tous les jours, parce que au-dessus de mon bureau, donc le matin je commence par mon bureau, je vois contempler ma vie, hein. Et après je vais au restaurant, après je vais à la cave, après je prépare à manger ce que j'ai envie de faire, ce que j'aime faire dans une journée. Et elle me donne de l'énergie cette photo, parce que parce que c'est des gens qui ont vécu et qui ont su raconter finalement une certaine vision de leur vie. Oui, Et voilà, je n'aime pas tous d'eux, parce qu'ils ont aussi leurs limites. J'ai lu pas mal de biographies des uns et des autres. Euh, et voilà, c'est peut-être de vrai dont je me sens le plus proche en termes musical en tout cas. Mais j'aime beaucoup. Voilà, c'est vrai que Ferré, il ne faut pas trop l'écouter quand on est un peu déprimé, hein, parce que même si avec le temps va, tout s'en va, et ça finit par revenir vite. Que Brassens, avec son côté mélodieux et son rythme extrêmement structuré, voire un peu saccadé, et quelque chose que j'aime beaucoup, qui est plus les copains d'abord, c'est quand même juste extraordinaire. Entre autres, là, il y a écrit une chanson qui s'appelle Le vin en plus, c'est vrai. Brassens, qui raconte effectivement l'univers du vin, etc. Qui est une très jolie chanson. Voilà, l'orage, etc. Le grand public, ses amoureux, le Noé, etc. J'aime beaucoup et Brel est aussi quelqu'un pour lequel voilà, j'ai une forte admiration musicale. L'homme, comme nous tous, hein, on a voilà, euh, des côtés bien, des côtés qui sont moins faciles pour l'entourage en tout cas, ou pour soi-même, parce que finalement on arrive des fois à se mettre d'accord avec les uns et les autres, mais le plus compliqué c'est de se mettre d'accord avec soi-même quelque part. Et je trouve que Brel a essayé bien, voilà, a bien réussi, je veux dire, à évaluer les différentes facettes de l'humanité par son spectre. J'aime beaucoup Brel. Voilà, L'ivrogne de Brel n'est pas ma chanson préférée, même si dans cette très jolie chanson de Brel, il dit ami, remplis mon verre, etc. Donc c'est sympathique de remplir le verre. Un, c'est bien. Deux, c'est pas mal. Après, peut-être qu'il faut effectivement savoir mesurer les choses et ses conséquences. Donc le partage à travers cette image et l'authenticité aussi peut-être. Euh, Absolument. Super. Question 3. Ta devise ou citation favorite? Euh, il y en a plein et d'autres, certains qui sont utilisés pour beaucoup, mais alors si j'avais qu'une, parce que Qu'une. sinon on est allé jusqu'à la minute, il m'a dit pas plus de minute ce soir. Le, le, on ne voit pas pour oublier, on goûte pour se souvenir. Je pense que c'est celle qui me caractérise le mieux à la fois ma vision des choses et mon métier. Euh, Super. voilà. Capitaliser sur ce que l'on vit, sur ce que l'on goûte, sans aller trop loin quelque part. Et Super. mémoriser, s'enrichir de la mémoire. La mémoire, pas de vin s'il n'y avait pas de mémoire hein, à travers ce précieux jus de raisin.
Quatrième question, sur une île déserte, qu'emportes-tu? C'est toujours compliqué Et puis une bouteille, une fois qu'elle est bue, elle est Oui, bue, hein. c'est sûr, c'est sûr. Mais je pense que j'emporte mes souvenirs. Ok, ça marche. Et, euh, et je pense que ça, quoi qu'il arrive, voilà, jusqu'au dernier moment, je ferai ça pour vivre. Cinquième question, le casting d'un dîner idéal chez toi? Du bon vin, des bons plats, et surtout des gens sympathiques, parce que c'est souvent posé la question, mais quand est-ce qu'il faut avoir cette bouteille extraordinaire? Je dis comme vous avez envie, et surtout choisissez bien les gens, parce que c'est ça aussi, voilà. Donc, euh, Tu m'avais voilà. Et parlé, tu m'avais parlé d'une anecdote, alors je sais pas si tu souhaites la partager aujourd'hui de Patrick, de Patrick Bruel, à propos oui, du choix d'une très belle bouteille pour quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Est-ce que tu veux en parler ou... oui, c'est quelque chose que j'ai échangé effectivement avec Patrick et que j'ai pas souvent eu l'occasion de raconter, mais c'est vrai que euh, un jour, voilà, nous étions ensemble à discuter, à refaire un petit peu le monde, et puis il me dit tiens, est-ce que tu veux m'accompagner dans la cave? Donc voilà, je descends dans sa cave, et puis il me dit tiens, ce soir j'ai un repas justement chez des gens qui m'ont vraiment aidé que je tiens beaucoup, il faut que je les honore. Quelle est la plus belle bouteille qui est vraiment la cave? Qu'est-ce que je peux leur offrir? Et donc je regarde avec lui, je dis voilà, telle bouteille, voilà. Ça, je pense que ça va leur faire plaisir. Donc on remonte effectivement chez lui. Et puis j'ai dit, écoute, je dois partir parce que je dois partir au restaurant, donc je te laisse à ta soirée, etc. Et il me dit, tiens, la bouteille. Je dis, pardon. Ben, il me dit, oui, je vais te faire plaisir, je ne savais pas quelle bouteille t'offrir. Là, je sais que celle-là, tu vas vraiment l'apprécier. Et je suis parti avec cette bouteille, effectivement, qui était voilà, juste une bouteille extraordinaire et surtout un geste extraordinaire. C'est vraiment très chouette. D'ailleurs, je l'ai vu récemment passer devant le chantier. Alors moi, j'étais barricadée puisque l'œuvre est classée sécuricide, que je ne peux pas donner l'adresse, donc j'y vais d'une manière très discrète. Mais oui, ça va. Un prochain moment, dès qu'on le pourra, c'est se retrouver tous les trois ou plus sur le chantier de l'œuvre d'art totale. C'est parti pour la question suivante. Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite chez toi? Avouable, c'est Je sens que tu sais, mais tu veux pas nous le dire. je sais pas ce à quoi tu penses dans les confidences que j'ai pu te faire, mais la plus folle que j'ai faite chez moi, euh, Refaire toute l'électricité, n'est-ce pas? c'est vrai que alors dans le restaurant, effectivement, surtout en ce moment, euh, j'entreprends des choses, ça c'est assez fou, j'entreprends des choses et puis je commence quelque chose. Tout à l'heure, par exemple, j'ai attaqué un pignon en pierre qui était recouvert, etc. Je voulais voir un peu ce qui se passe et puis finalement, je suis resté 3 heures à décaper ce pignon en pierre. Et j'ai ouvert juste au-dessus de moi, il y a quelques semaines, effectivement, le faux plafond pour voir un petit peu, parce qu'il y avait un fil qui sortait. Donc c'était le phénomène de l'iceberg. Il y avait un fil, et finalement, c'était pas un fil, c'était une forêt de fils derrière pour ça servait à rien. Donc j'ai ouvert le faux plafond. J'ai, comme des collaborateurs qui passaient me dire bonjour de temps en temps, arrivaient, qu'il y avait des fils partout dans le restaurant. Je me dis, mais monsieur, est-ce que vous allez vous en sortir, etc. Et aujourd'hui, alors je peux vous montrer le faux plafond, hein, il est nickel, hein, tout est fermé, tout est propre. Donc effectivement, de temps en temps, ça prend un peu de ces coups de folie. Euh, et donc j'essaye de trouver des solutions en m'auto-challengeant finalement. Et notamment sur le bricolage, parce que la l'électricité, la plomberie, voilà, le plâtre, la peinture, etc. J'aime bien. Je crois que toi aussi, Mylène, j'aime bien ce genre
situation un peu Oui, aujourd'hui. de challenge. Après, j'avoue que je refais pas l'électricité chez moi. J'ai démonté un jour une prise électrique. Voilà, ça c'est trop. En revanche, c'est tout le plaisir de l'œuvre d'art totale aujourd'hui. C'est vraiment une énorme joie que de challenger des grands talents en fait. Et je pense vraiment que l'excellence peut être partout et qu'il y a des talents, notamment en France, dans plein de domaines et de concevoir ensemble. Mais c'est vrai que oui, je suis pas trop électricité. Alors, oui, c'est une des images qui passe dans le diaporama, hein. Une de tes images, voilà, pour expliquer pourquoi on a mis ces fils. Alors, la question suivante. La maison de tes rêves, à quoi ressemble-t-elle? Alors, tu vas me Ouais, dire, il y bon, a du beau vin, il y a des super oui, amis. oui. La maison de mes rêves, c'est plutôt une maison voilà, dans le sud de la France, parce que je suis originaire de Marseille, j'ai grandi en Provence, en vallée du Rhône, ma mère habite dans la Drôme provençale depuis certaines années. J'ai grandi aussi chez mes grands-parents qui avaient un hôtel-restaurant dans les Hautes-Alpes, en Besançon, qui était un endroit assez extraordinaire, où, dit-on, il y a 300 jours de soleil par an, et pour l'avoir expérimenté, c'est vrai qu'il fait vraiment mauvais, même si c'est une région alpine. Donc plutôt dans ce coin-là déjà, sur le quart sud-est de la France. Ensuite, c'est une maison avec un peu de terrain parce que j'aime beaucoup travailler de mes mains et jardiner aussi. Donc c'est vrai que j'ai besoin d'un peu d'espace pour pouvoir l'exprimer. Et c'est une belle cave. Ouais, on peut pas voilà, ne pas évoquer ça parce que c'est vrai que le lieu cave est un endroit que j'aime. Que ce soit la cave à la maison ou aussi au restaurant. Elles sont aménagées un peu dans le même esprit, avec des casiers, c'est rangé, c'est organisé. Je travaille la lumière, l'électricité notamment. Là, on a refait toute la cave du bistrot du Sommelier là, pendant le confinement. Voilà, c'est un lieu dans lequel on se sent bien, un lieu d'accueil, un lieu de partage, un lieu de rencontre. Hmm. Et De- la photo que tu m'as envoyée, qui est une vue sur les montagnes, que vous voyez oui, passer en diaporama, elle a un lien avec la maison de tes rêves, avec oui, ton... merci Mylène de me préciser parce que comme je ne vois pas les photos, mais oui, la photo, c'est une photo justement du village d'origine de mes grands-parents, là où on a notre maison familiale paternelle. C'est Val-des-Prés, c'est dans la vallée de la Clarée. C'est une vallée juste extraordinaire qui est toujours protégée. Et les gens se sont battus depuis plusieurs générations pour éviter justement qu'il y ait des routes trop larges, une socialisation, etc. Donc c'est une vallée vraiment protégée. Il y a notamment une personnalité célèbre de la région qui a fait beaucoup, qui est décédée maintenant, qui s'appelait Émilie Carle, qui avait écrit un très joli livre dont on a tiré un film également, qui s'appelle Une soupe aux herbes sauvages, qui a été un best-seller quand ce livre est sorti dans les années 70. Et il a été porté à l'écran, qui raconte la vie des gens de cette vallée, que je connais moi depuis de très nombreuses années, puisque voilà, j'ai grandi une partie de ma vie là-bas. Et ça part de Briançon jusqu'au fond de la vallée, le village s'appelle Nevache. C'est sur la frontière avec le Piémont italien, donc vraiment de l'autre côté de la colline, de la montagne, c'est exactement c'est l'Italie. Il y a cette identité un peu double entre l'Italie et la France depuis toujours, hein, je veux dire. Et c'est un endroit effectivement que j'adore. Donc la maison mondiale pour être dans ce coin-là, une très jolie table, un petit terrain, et un endroit accueillant, dans l'esprit un peu loft, avec à la fois une cuisine ouverte, parce que j'adore cuisiner, donc quand les gens arrivent, en général, je les reçois en terminé, et ils viennent dans la cuisine, donc si la cuisine est ouverte, je suis avec eux ils sont avec moi plus longtemps. Et puis la musique aussi. J'aime bien dans un loft avoir un petit côté, une petite scène musicale sur les gens qui viennent faire le bœuf, comme on dit. Et j'adore chanter avec eux, donc ça fait partie voilà, de cet équilibre. Voilà. Et puis, dans la vision idéale, il faut les gens qu'on aime aussi. Donc, voilà, les gens qui m'entourent et qui m'aiment au quotidien depuis longtemps. Voilà, ma compagne, mes enfants, mes amis, enfin, voilà, les parents, les Super. sœurs, enfin, voilà. Le côté un peu tribu, c'est quelque chose que j'aime bien. Si avec D'accord. certains frères, c'est important.
Question suivante. Qu'évoque pour toi le concept d'art total? Alors, que j'ai un peu découvert grâce à toi, Mylène. Euh, et ça évoque pour moi une sorte de, 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 de quête euh, totale, c'est le cas de dire, de valeurs artistiques qui sont pas simplement le côté artistique tel qu'on pourrait le voir dans un premier temps, mais effectivement la dimension artistique de la vie de façon générale. C'est-à-dire à la fois le lieu, les objets, y compris les objets du quotidien, le côté pratique, le côté, le côté artiste, même de la lumière, on évoquait tout à l'heure l'électricité, voilà, finalement, on peut à travers ce concept d'art total se dire que l'art est partout et que si on fait les choses avec précision et surtout avec amour, ça devient de l'art. Et c'est à la fois un comportement qui peut faire partie aussi de ça, comme une création. Voilà ce que je ressens. Super. Nouvelle question pour toi. Quelle est ta routine du matin? Le café. Ah, prochaine question. Gourmet ou gourmand? Un peu les deux quand même, on ne peut pas renier ça. Salé ou sucré? Là aussi les deux, franchement, j'adore le salé, mais je n'arrive pas à me passer dessus. Ta confiture préférée? La Mirabelle. Hmm. Douche ou bain? Douche. Bien bain de temps en temps, mais plutôt douche. Et tu pourras prendre une douche en prenant un verre de vin dans l'œuvre d'art total grâce à notre barre-douche. J'ai hâte. Prochaine question. La rencontre qui t'a marqué à vie. Euh, Une dont tu as oui, envie de oui. nous parler aujourd'hui. Et je sais qu'il y en a beaucoup. Tu es un passionné comme moi et Oui, aussi oui. un grand Je, humaniste. Donc. je pense que ma vie a été marquée par des rencontres. Donc il y en a beaucoup. En dehors du cercle familial, amical, parmi des gens qui m'ont marqué. Antoine Riboud, peut-être, le PDG de Danone à l'époque, ouais, il s'appelait euh, voilà, BSN, etc. Euh, Paul Ricard, qui était aussi un personnage incroyable que j'ai eu la chance de rencontrer et de fréquenter pendant toute un été parce que je travaillais sur l'île des Zombiers au large de Bandol et que c'était son île et que, voilà, et que donc, du coup, j'ai eu la chance de le rencontrer. Ce sont des gens avec lesquels j'ai eu la chance de partager des moments d'intimité. Euh, quand on a 18 ans et qu'on peut discuter pendant une heure avec Paul Ricard, on peut imaginer qu'il y a des messages qui passent. Quand on a 22 ans et que Antoine Riboud euh, prend un verre voilà, avec moi, voilà, il me parle aussi de certaines choses de la vie, de l'entreprise, mais aussi voilà, de la vie tout court. Quoi, je veux dire. Un grand passionné de musique aussi. Et j'ai rencontré grâce à lui Rostropovitch, ensuite que j'ai reçu ici au restaurant. Et les innombrables personnalités finalement qui sont aussi venues manger ici m'ont marqué les unes et les autres. Parce que finalement, quand on est dans un restaurant, on vient manger, on vient se restaurer, et finalement on s'aperçoit qu'on a vraiment une chance pour nos restaurateurs d'offrir sûrement du bien-être, c'est ce qu'on souhaite, hein, d'ouvrir notre cadre comme notre cœur ou notre cuisine. Je pense que ce métier qui est un métier d'hôte et d'hôtesse, on accueille les gens, c'est l'hospitalité.
euh, même si les gens me payent pour cette prestation, ça va au-delà de l'aspect financier. Et je pense que les gens, personnalité ou non, hein, il y a des gens qui m'ont marqué qui ne sont pas connus du tout. Hein. Le curé de Saint-Augustin, c'est quelqu'un qui m'a marqué aussi. Voilà, le rabbin, voilà, quelle que soit l'obédience. Mais, euh, mais on a cette chance de pouvoir échanger, effectivement, c'est une vraie chance de notre métier, j'allais dire. Même s'il y a beaucoup de contraintes, il y a aussi cet échange qui est là, et les gens se souviennent quand ils ont été bien accueillis, quand ce qu'ils ont lu, ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils ont bu, etc. C'est important. Super. Alors, prochaine question. Un héros, une idole que tu aimerais ou que tu aurais aimé rencontrer. Est-ce que tu as quelqu'un qui te fascine Alors, euh, Ça peut être un personnage, hein, ça peut être... oui, 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 je comprends bien. Euh, il y a des gens, enfin, il y a plein de gens très connus dont on rêve, voilà, dont on rêve de rencontrer. Martin Luther King, par exemple, c'est quelqu'un que j'aurais vraiment Mandela, des gens comme ça, c'est des gens incroyables qui ont à leur échelle changé le monde, voire c'est peut-être trop, parce qu'on ne change pas le monde, mais en tout cas changer la vision un petit peu du monde sur certaines situations un peu particulières. Pour une toute autre raison, Napoléon, avec aussi ses limites impériales, mais je pense que c'était un personnage moi, qui m'a toujours un peu fasciné quand même. Euh, voilà, voilà un petit peu voilà, les gens qui me viennent à l'esprit ce soir. Ok, on approche des dernières questions. La personne avec laquelle tu aimerais venir dîner à la Maison Guermont, pour une fois, ce serait pas toi qui... Tu ne ferais que savourer et déguster. Avec qui, s'il fallait que tu viennes avec une personne dans l'œuvre d'art totale Maison Guermont, qui ce serait? Alors tu pourras revenir plusieurs fois, mais la première fois, avec qui? Alors, là aussi, spontanément, je viendrai avec ma compagne, hein, Alexandra, qui adore aussi l'art Et voilà, l'électricité. l'électricité, exactement. Elle dirige TNTLA, qui est quand même un organisme de cet univers des électriciens. Après, je pense qu'elle apprécierait. Si dans mon entourage, des gens qui pourraient être sensibles, je veux dire, à ça, on a évoqué tout à l'heure Patrick Bruel, qui a une faculté de se projeter, d'analyser, de percevoir voilà, des choses autour de lui. Je pense que s'il était libre un jour, je pense que ça serait cool de pouvoir venir avec lui, par exemple. Ok, ça marche. Ton plaisir inavouable, ton luxe caché. Ah, si c'est un enveloppe, je ne vais pas en parler ce soir, mais mon luxe caché, euh, je ne sais pas si c'est si caché que ça. J'adore le chocolat. Mon luxe caché, c'est quand effectivement, mais peut-être parce que justement, quand j'étais gamin, je faisais ça en cachette pour pas qu'on me dise tu vas encore manger du chocolat. Donc je continue peut-être à manger du chocolat en cachette de temps en temps. Et Alors, j'adore ça. alors c'est peut-être, tu empiètes peut-être sur la question suivante, puisque c'est quelle est ta Madeleine de Proust? Donc est-ce que quand tu manges Alors, certains chocolats, tu as l'impression de grimper dans la cuisine c'est vrai. Si ce n'est que peut-être ma Madeleine de Proust, elle est liquide. Et que pour moi, ma Madeleine de Proust, c'est un petit verre de muscat de Baume de Venise. C'est le premier vin que j'ai eu l'occasion de goûter grâce à mon papa, que j'ai eu le droit un petit peu de boire, pas juste de le voir passer. Et ce vin magique produit sur les pentes du Mont Ventoux au pied des montagnes de Montmirail est un vin doux naturel juste extraordinaire de fruits, de fleurs, d'exubérance à la fois
classiques, exotiques, etc. Et voilà, c'est quelque chose qui effectivement anime mon esprit depuis maintenant très longtemps. On arrive aux 3 dernières questions. Tes prochains projets? Là, tout de suite, d'aller préparer le repas pour ce soir. C'est un Tu as un projet livre extrêmement aussi. pratique. Tu as Voilà. un livre qui a été publié il n'y a pas très très longtemps. C'est vrai, qui s'appelle Vin et mets du monde. Donc c'est effectivement un très joli ouvrage dont je suis fier parce que c'est un beau travail qui correspond à des années d'expérience que je voulais partager. Euh, voilà, après, mon prochain projet, c'est de finir les travaux ici, d'ouvrir le plus vite possible le restaurant. Ça, c'est un projet que j'ai en commun avec beaucoup de gens de par le monde, à la fois du côté restaurant, mais aussi côté client. Parce que voilà, c'est un projet sous forme de souhait. J'espère qu'on va retrouver effectivement tous le côté social qui nous manque aujourd'hui et qu'on va trouver des solutions aussi médicales à la situation aujourd'hui que nous traversons. Donc voilà, c'est un projet aussi assez concret quelque part. Voilà. Quand je rêve de faire de la scène et d'aller chanter ce que j'aime pour un public large, voilà, des rêves comme ça. Ce ne sont pas que des projets, ce sont plutôt des rêves. Avant-dernière question. Que représente pour toi le bleu ciel de Paris? Le bleu ciel de Paris, c'est ça? Alors, oui, vas-y, dis-moi, et après je vais te montrer quelque chose. le, 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 le bleu ciel de Paris d'ailleurs, mais ta question est très précise. Donc Le c'est le bleu bleu ciel de ciel, Paris. Mm, mm. bleu ciel de Paris. Alors, une chanson d'Yves Montand d'ailleurs, le ciel de Paris, donc, qui est une expression d'une chanson d'Yves Montand. Le, et donc, voilà, aide-moi un petit peu avec. Alors, tu en as touché sous forme d'émail, Oui, puisque c'est l'une de nos 3 couleurs de notre œuvre d'art total. Donc, tu as pu. Donc, ça, c'est le des prototype de assiettes. notre assiette en porcelaine de Limoges. Avec, là, c'est le tout premier proto. Donc, il y a juste un liseré doré en bleu ciel de Paris, On on voit bien, c'est très joli. qui est une couleur que tu as pu retrouver sur... là, on a un prototype, c'est un or durable, high-tech, c'est une première au monde, le premier essai sur notre fameuse porcelaine. Mais ce bleu, tu le retrouveras aussi dans le tapis qui a été fabriqué à Aubusson. Donc là, c'est les essais jusqu'à temps fabriqué. Tu le retrouveras avec l'or et le blanc. Tu as pu voir déjà dans les protos sur le chantier, mais ce sera encore plus évident quand l'œuvre sera terminée, parce que ça permet aux œuvres de dialoguer entre elles, au-delà des formes aussi qui se répètent. Et toute dernière question, puisque tu as pu découvrir le chantier de l'œuvre d'art total, parmi tout ce que tu as vu, quelle est ton œuvre-objet préférée? Chez toi, Oui. chez toi. Alors, j'ai peut-être pas encore tout vu, mais, le, j'ai bien aimé le concept de la douche. La douche bar. Voilà, ça, c'est quand même, c'est quand même quelque part du rêve pratique et un concept que je trouve plutôt sympa. Un grand merci, Philippe, pour ce moment partagé avec moi, puis aussi avec notre public. Je te souhaite une très belle fin de journée et oui, ah oui, j'oubliais, dans les photos donc qui passent en diaporama, parce que j'ai pas eu l'occasion d'en parler, on voit notamment une peinture d'Arcimboldo, l'automne. Est-ce que tu veux nous dire 2 mots, Euh, le mot de la oui, fin? l'automne, c'est la période des vendanges notamment, et ce tableau, je suis tourné un jour dessus et je suis resté un peu fasciné par les détails de ce tableau. Arcimboldo, donc c'est un peintre italien, milanais, etc., qui a vécu au XVIe siècle. Il a peint ce tableau en 1573 de mémoire, comme les 4 saisons. Et dans la maison de mes grands-parents et arrière-grands-parents, surtout maternels,
qui s'appelait Giuseppe, comme Archibald, d'ailleurs le même prénom, mais Gandolfo, qui était le nom de ma famille maternelle, donc en Italie, il y avait les 4 saisons qui avaient été peintes. Et donc, quand je suis tombé sur ce tableau, j'ai appelé ma mère. Elle me dit, mais ça ne m'étonne pas parce qu'il y avait les 4 saisons dans la maison que je ne connaissais pas avant les là. Du coup, j'ai acheté les 4 saisons, les 4 tableaux, les 4 reproductions. De temps en temps, les gens arrivent en me disant, est-ce que ce sont les originaux? Et je plaisante en disant, oui, je sais, mais il y a des copies au Louvre, mais c'est plutôt l'inverse, malheureusement. Voilà. Mais donc ce tableau, c'est Bacchus dans sa splendeur, avec ses grappes de raisin, ses fruits qui l'entourent, etc., qui sortent d'une barrique, avec des couleurs automnales, donc qui sont plutôt des couleurs un petit peu ocre, ambré, cuivré, acajou, etc. Et je trouve ce tableau à la fois un peu fantastique dans son approche, très imaginatif et en même temps extrêmement concret. Donc c'est ce qui m'avait plu dans cette démarche-là de cette œuvre que j'aime beaucoup. Oui, là aussi, la poésie avec des choses qui peuvent paraître simples et accessibles en fait. Comme un verre de vin ou une douche dans laquelle on peut le déguster. Mille merci, Oui. cher Philippe. Belle soirée à toi et à très bientôt. À bientôt. Merci. Merci et bravo pour ton œuvre totale. Total merci. Pour un total passionné. À bientôt, Philippe. Merci À beaucoup. bientôt.